de ce trièdre épistémologique, les sciences humaines sont exclues. En ce sens, du moins qu'on ne peut les trouver sur aucune des dimensions, ni à la surface d'aucune des plans ainsi dessinés. Mais on peut dire aussi bien qu'elles sont incluses par lui, car c'est dans l'interstice de ces savoirs, plus exactement dans le volume défini par leurs trois dimensions, qu'elles trouvent leur place. Cette situation, en un sens mineur, en un autre privilégié, les met en rapport avec toutes les autres formes de savoir. Elles sont le projet, plus ou moins différé, mais constante, de se donner ou en tout cas d'utiliser à un niveau ou à un autre une formalisation mathématique. Elles procèdent selon des modèles ou des concepts qui sont empruntés à la biologie, à l'économie et aux sciences du langage. Elles s'adressant enfin à ce mode d'être de l'homme que la philosophie cherche à penser au niveau de la finitude radicale, tandis qu'elle-même voulant en parcourir les manifestations empiriques. C'est peut-être cette répartition en nuages dans un espace à trois dimensions qui rendent les sciences humaines si difficiles à situer, qui donne son irréductible précarité à leur localisation dans le domaine épistémologique, qui les fait apparaître à la fois périlleuses et en péril. Périlleuse, car elles représentent pour tous les autres savoirs comme un danger permanent. Seules ni les sciences déductives, ni les sciences empiriques, ni la réflexion philosophique ne risquant. Si elles demeurent dans leur dimension propre, de passer aux sciences humaines ou de se charger de leur impurité. Mais on sait quelle difficulté parfois rencontre l'établissement de ces plans intermédiaires qui unissant les unes aux autres les trois dimensions de l'espace épistémologique. C'est que la moindre déviation par rapport à ces plans rigoureux fait tomber la pensée dans le domaine investi par les sciences humaines. De là danger du psychologisme
du sociologisme, de ce qu'on pourrait appeler d'un mot l'anthropologisme, qui devient menaçant dès que, par exemple, on ne réfléchit pas correctement les rapports de la pensée et de la formalisation, ou dès qu'on n'analyse pas comme il faut les mots d'être de la vie, du travail et du langage. L'anthropologisation est de nos jours le grand danger intérieur du savoir. On croit facilement que l'homme s'est affranchi de lui-même depuis qu'il a découvert qu'il n'était ni au centre de la création, ni au milieu de l'espace, ni peut-être même au sommet et à la fin dernière de la vie. Mais si l'homme n'est plus souverain au royaume du monde, s'il ne règne plus au mitaine de l'être, les sciences humaines sont de dangereux intermédiaires dans l'espace du savoir. Mais à dire vrai, cette posture même les vue à une instabilité essentielle, ce qui explique la difficulté des sciences humaines, leur précarité, leur incertitude comme science, leur dangereuse familiarité avec la philosophie, leur appui mal défini sur d'autres domaines de savoir, le caractère toujours second et dérivé, mais leur prétention à l'universel, ce n'est pas, comme on le dit souvent, l'extrême densité de leur objet. Ce n'est pas le statut métaphysique ou l'ineffecable transcendance de cet homme dont elles parlons, mais bien la complexité de la configuration épistémologique où elles se trouvent placées, le rapport constant avec trois dimensions qui leur donnent leur espace. Part 2. La forme des sciences humaines. Il faut esquisser maintenant la forme de cette positivité. D'ordinaire, on essaye de la définir en fonction des mathématiques, soit qu'on cherche à l'en approcher au plus près, en faisant l'inventaire de tout ce qui, dans les sciences de l'homme, est mathématisable, et en supposant que tout ce qui n'est pas susceptible d'une pareille formalisation n'a pas encore reçu sa positivité scientifique. Soit qu'on essaye au contraire de distinguer avec soin le domaine de mathématisable. Et cet autre qui lui serait irréductible, parce qu'il serait le lieu de l'interprétation,
parce qu'on y appliquerait surtout les méthodes de la compréhension, parce qu'il se trouverait resserré autour du pôle clinique du savoir. De pareilles analyses ne sont pas seulement laissantes parce qu'elles sont usées, mais d'abord parce qu'elles manquent de pertinence. Il n'y a pas de doute que cette forme de savoir empirique qui s'applique à l'homme et que pour obéir à la conviction, on peut encore appeler science humaine. Avant même de savoir en quel sens et dans quelle limite on peut les dire science à rapport aux mathématiques, comme tout autre domaine de savoir. Elles peuvent, sous certaines conditions, se servir de l'outil mathématique. Quelqu'une de leurs démarches, plusieurs de leurs résultats pouvant être formalisés. Il est à coup sûr de première importance de connaître ces outils, de pouvoir pratiquer ces formalisations, de définir les niveaux auxquels elles peuvent être accomplies. Il est sans doute intéressant pour l'histoire de savoir comment Condorcet a pu appliquer le calcul des probabilités à la politique, comment Fechner a défini le rapport logarithmique entre la croissance de la sensation et celle de l'excitation, comment les psychologues contemporains, se servant de la théorie de l'information pour comprendre les phénomènes de l'apprentissage. Mais malgré la spécificité des problèmes posés, il est peu probable que le rapport aux mathématiques, les possibilités de mathématisation ou la résistance à tous les efforts de formalisation soient constitutifs des sciences humaines en leur positivité singulière. Et ceci pour deux raisons. Parce que, pour l'essentiel, ces problèmes leur sont communs avec bien d'autres disciplines, comme la biologie, la génétique, même s'ils ne sont pas ici et là identiquement les mêmes. Et surtout parce que l'analyse archéologique n'a pas décelé dans la priori historique des sciences de l'homme une forme nouvelle de mathématiques ou une brusque avancée de celle-ci dans le domaine de l'humain, mais beaucoup plutôt une sorte de retraite de la Matisse, une dissociation de son champ unitaire et la libération par rapport à l'ordre linéaire des plus petites différences possibles, d'organisation empirique comme la vie,
le langage et le travail, et ce sont l'apparition de l'homme et la constitution des sciences humaines, ne fut ce que sous la forme d'un projet, seriant corrélative d'une sorte de démathématisation. On dira sans doute que cette dissociation d'un savoir conçu en son entier comme mathésis n'était pas un recours des mathématiques, pour la bonne raison que ce savoir n'avait jamais mené, sauf en astronomie et sur certains points de physique, à une mathématisation effective. En disparaissant, il libérait plutôt la nature et tous les champs des empiricités pour une application à chaque instant limité et contrôlé des mathématiques. Les premiers grands progrès de la physique mathématique, les premières utilisations massives du calcul des probabilités ne détendent-elles pas du moment où on a renoncé à constituer immédiatement une science générale des ordres non quantifiables? On ne peut nier en effet que la renonciation à une mathésis, au moins provisoirement, a permis en certains domaines du savoir de lever l'obstacle de la qualité et d'appliquer l'utile mathématique là où il n'avait pas encore pénétré. Mais si, au niveau de la physique, la dissociation du projet de mathésis n'a fait qu'une seule et même chose avec la découverte de nouvelles applications des mathématiques. Il n'en a pas été de même dans tous les domaines. La biologie, par exemple, s'est constituée hors d'une science des ordres qualitatifs, comme analyse des rapports entre les organes et les fonctions, étude des structures et des équilibres, recherche sur leur formation et leur développement dans l'histoire des individus ou des espèces. Tout cela n'a pas empêché la biologie d'utiliser les mathématiques et celles-ci de pouvoir s'appliquer bien plus largement que par le passé à la biologie. Mais ce n'est pas dans son rapport aux mathématiques que la biologie a pris son autonomie et a défini sa positivité. Il en a été de même pour les sciences humaines. C'est la retraite de la mathésis et non l'avance des mathématiques qui a permis à l'homme de constituer comme objet de savoir. C'est l'enveloppement sur eux-mêmes du travail, de la vie et du langage
qui a prescrit de l'extérieur l'apparition de ce nouveau domaine. Et c'est l'apparition de cet être empirico-transcendantal, de cet être dont la pensée est indéfiniment tramée avec l'impensé, de cet être toujours séparé d'une origine qui lui est promise dans l'immédiat du retour. C'est cette apparition qui donne aux sciences humaines leur allure singulière. Là encore, comme dans d'autres disciplines, il se peut bien que l'application des mathématiques ait été facilitée et le soit toujours davantage par toutes les modifications qui se sont produites au début du XIXe siècle dans le savoir occidental. Mais imaginez que les sciences humaines ont défini leur projet le plus radical et ont inauguré leur histoire positive le jour où on a voulu appliquer le calcul des probabilités aux phénomènes de l'opinion politique et utiliser des logarithmes pour mesurer l'intensité croissante des sensations. C'est prendre un contre-effet de surface pour l'événement fondamental en d'autres termes. Parmi les trois dimensions qui ouvrent aux sciences humaines leur espace propre et leur ménageant le volume où elles forment masse, celle de mathématiques est peut-être le moins problématique. C'est avec elle en tout cas que les sciences humaines entretiennent les rapports les plus clairs, les plus sereines et en quelque sorte les plus transparentes. Aussi bien le recours aux mathématiques, sous une forme ou sous une autre, a-t-il toujours été à la manière la plus simple de prêter au savoir positif selon un style, une forme, une justification scientifique. En revanche, les difficultés les plus fondamentales, celles qui permettent de définir au mieux ce que sont, en leur essence, les sciences humaines, se logeant du côté des deux autres dimensions du savoir, celle où se déployait l'analytique de la finitude et celle au long de laquelle se répartissent les sciences empiriques qui prenant pour objet le langage, la vie et le travail. Les sciences humaines, en effet, s'adressant à l'homme dans la mesure où il vit, où il parle, où il produit. C'est comme être vivant qu'il croit. Il a des fonctions et des besoins, qu'il voit s'ouvrir un espace dont il nous en lui-même les coordonnées mobiles. D'une façon générale, son existence corporelle l'entrecroise de part en part avec le vivant, produisant les objets et des utiles, échangeant de
ce dont il a besoin, organisant tout un réseau de circulation au long duquel court ce qu'il peut consommer et où lui-même se trouve défini comme un relais. Il apparaît en son existence immédiatement enchevêtré aux autres. Enfin, parce qu'il a un langage, il peut se constituer tout un univers symbolique à l'intérieur duquel il rapporte à son passé, aux choses, à autrui, à partir duquel il peut également bâtir quelque chose comme un savoir, singulièrement ce savoir qu'il a de lui-même et dans les sciences humaines, dessinant une des formes possibles. On peut donc fixer le site des sciences de l'homme dans le voisinage, aux frontières immédiates et sur toute la longueur de ces séances où il est question de la vie, du travail et du langage. Celle-ci ne viennent-elles pas justement de se former à l'époque où pour la première fois l'homme s'offre à la possibilité d'un savoir positif? Pourtant, ni la biologie, ni l'économie, ni la philologie, ni doivent être prises pour les premières des sciences humaines, ni pour les plus fondamentales. On le reconnaît sans mal pour la biologie qui s'adresse à bien d'autres vivants que l'homme. On a plus de difficultés à l'admettre pour l'économie ou la philologie qui ont pour domaine propre et exclusif des activités spécifiques de l'homme. Mais on ne se demande pas pourquoi la biologie ou la physiologie humaine, pourquoi l'anatomie des centres corticaux du langage ne pouvant en aucune manière être considérées comme des sciences de l'homme. C'est que l'objet de celle-ci ne se donne jamais sur le mode d'être d'un fonctionnement biologique, ni même de sa forme singulière et comme de son prolongement en l'homme. Il en est plutôt l'envers. Il en est plutôt l'envers. La marque en creux. Il commence à où s'arrête, non pas l'action ou les effets, mais l'être propre de ce fonctionnement, là où se libérant des représentations vraies ou fausses, claires ou obscures, parfaitement conscientes ou engagées dans la profondeur de quelque somnolence, observable, directement ou indirectement, offert en ce que l'homme énonce lui-même, ou repérable seulement de l'extérieur. La recherche de liaison intracorticale entre les différents centres d'intégration de langage, auditif, visuel, moteur, ne relève pas des sciences humaines.
mais celles-ci trouveront leur espace de Dieu dès qu'on interrogera cet espace des mots, cette présence ou cet oubli de leur sens, cet écart entre ce qu'on veut dire et l'articulation ou cette visée s'investit, dont le sujet n'a peut-être pas conscience, mais qui n'auraient aucun mode d'être assignables si ce même sujet n'avait des représentations. D'une façon plus générale, l'homme, pour les sciences humaines, ce n'est pas ce vivant qui a une forme bien particulière, une physiologie assez spéciale et une autonomie à peu près unique. C'est ce vivant qui, de l'intérieur de la vie à laquelle il appartient de fond en comble et par laquelle il est traversé en tout son être, constitue des représentations grâce auxquelles il vit. Et à partir desquelles il détient cette étrange capacité de pouvoir se représenter justement la vie. De même, l'homme a beau être au monde, sinon la seule espèce qui travaille, du moins celle chez qui la production, la distribution, la consommation des biens ont pris tant d'importance et reçu des formes si multiples et si différenciées. L'économie n'est pas pour cela une science humaine. On dira peut-être qu'elle a recours pour définir des lois qui sont pourtant intérieures au mécanisme de la production, comme l'accumulation du capital ou les rapports entre le taxe des salaires et les prix de revient, à des comportements humains et une représentation qui le fondent, l'intérêt, la recherche du profit maximum, la tendance à l'épargne. Mais ce faisant, elle utilise les représentations comme réquisit d'un fonctionnement qui passe, en effet, par une activité humaine explicite. En revanche, il n'y aura science de l'homme que si on s'adresse à la manière dont les individus ou les groupes se représentant leurs partenaires dans la production et dans l'échange, le mode sur lequel ils éclairant ou ignorant ou masquant ce fonctionnement et la position qu'ils y occupent, la façon dont il se représente la société où il a lieu, la manière dont il se sentent intégré à elle ou isolé, dépendant, soumis ou libre. L'objet des sciences humaines n'est pas cet homme qui, depuis la mort du monde, depuis l'aurore du monde, ou le premier cri de son âge, d'or est voué au travail. C'est cet être qui, de l'intérieur des formes de la production par lesquelles toute son existence est commandée, la forme la représentation de ses besoins, de la société par laquelle, avec laquelle ou contre laquelle il les satisfait.
Si bien qu'à partir de là, il peut finalement se donner la représentation de l'économie elle-même quant au langage. Il en est de même, bien que l'homme soit au monde le seul être qui parle. Ce n'est point science humaine que de connaître les mutations phonétiques, la parenté des langues, la loi des glissements sémantiques. En revanche, on pourra parler de science humaine dès qu'on cherchera à définir la manière dont les individus ou les groupes se représentant les mots, utilisant leur forme et leur sens, composant des discours réels, montrant et cachant en eux ce qu'ils pensent, disant, alors insu peut-être, plus ou moins qu'ils ne voulant, laissant en tout cas de ces pensées une masse de traces verbales qu'il faut déchiffrer et restituer autant que possible à leur vivacité représentative. L'objet des sciences humaines, ce n'est donc pas le langage, parlé pourtant pas par les seuls hommes. C'est cet être qui, de l'intérieur du langage, par laquelle il est entouré, se représente en parlant. Le sens de mots ou des propositions qu'il énonce et se donne finalement la représentation du langage lui-même. On voit que les sciences humaines ne sont pas analyses de ce que l'homme est par nature, mais plutôt analyses qui s'entendent entre ce qu'est l'homme en sa positivité, être vivant, travaillant, parlant, et ce qui permet à ce même être de savoir ou de chercher à savoir ce que c'est que la vie, en quoi consistent l'essence du travail et ses lois, et de quelle manière il peut parler. Les sciences humaines occupant dans cette distance qui sépare, non sans les unir la biologie, l'économie, la philologie, de ce qui leur donne possibilité dans l'être même de l'homme. On aurait donc tort de faire des sciences humaines le prolongement intériorisé dans l'espèce humaine, dans son organisme complexe, dans sa conduite et dans sa conscience, des mécanismes biologiques non moins tort de placer à l'intérieur des sciences humaines la science de l'économie et du langage, dont l'irréductibilité aux sciences humaines est manifestée par l'effort pour constituer une économie et une linguistique et pour constituer une économie et une linguistique pure. En fait, les sciences humaines ne sont pas plus à l'intérieur de ces sciences qu'elles ne les intériorisent en les infléchissant vers la subjectivité de l'homme. En fait,
les sciences humaines ne sont pas plus à l'intérieur de ces sciences qu'elles ne les intériorisent en les infléchissant vers la subjectivité de l'homme. Si elles les reprenant dans la dimension de la représentation, c'est plutôt en les ressaisissant sur leur versant extérieure, en les laissant à leur opacité, en acquérant comme chose les mécanismes et les fonctionnements qu'elles y scellent, en interrogeant ceux-ci non pas en ce qu'ils sont, mais en ce qu'ils cessent d'être quand s'ouvre l'espace de la représentation. Et à partir de laquelle montrant comment peut naître et se déployer une représentation de ce qu'ils sont, et reconduisant subrepticement les sciences de la vie, du travail et du langage du côté de cette analytique de la finitude qui montre comment l'homme peut avoir affaire en son être à ces choses qu'il connaît et connaître ces choses qui déterminantes dans la positivité son mode d'être. Mais ce que l'analytique requiert dans l'intériorité ou du moins dans l'appartenance profonde d'un être qui ne doit sa finitude qu'à lui-même. Les sciences humaines le développant dans l'extériorité de la connaissance. C'est pourquoi le propre des sciences humaines, ce n'est pas la visée d'un certain contenu. Cet objet singulier qu'est l'être humain, c'est beaucoup plutôt un caractère purement formel. Le simple fait qu'elles sont, par rapport aux sciences où l'être humain est donné comme objet, exclusif pour l'économie et la philologie, ou partiel pour la biologie, dans une position de redoublement, et que ce redoublement peut valoir a fortiori pour elle-même. Cette position est rendue sensible à deux niveaux. Les sciences humaines ne traitant pas la vie, le travail et le langage de l'homme dans la plus grande transparence où ils peuvent se donner, mais dans cette couche des conduits, des comportements, des attitudes, des gestes déjà faits, des phrases déjà prononcées ou écrites, à l'intérieur de laquelle ils ont été donnés par avance une première fois à ceux qui agissant, se conduisant, échangeant, travaillant et parlant à un autre niveau. C'est toujours la même propriété formelle, mais développée jusqu'à son point extrême et le plus rare. Il est toujours possible de traiter un style de science humaine, de psychologie, de sociologie, d'histoire des cultures, ou des idées, ou des sciences. Le fait qu'il y ait
pour certains individus ou certaines sociétés quelque chose comme un savoir spéculatif de la vie, de la production et du langage. À la limite, une biologie, une économie et philologie. Sans doute, n'est-ce là que l'indication d'une possibilité qui est rarement effectuée et n'est peut-être pas susceptible au niveau des impéricités d'offrir une grande richesse, mais le fait qu'elle existe comme distance éventuelle, comme espace de recul donné aux sciences humaines, par rapport à cela même d'où elles viennent. Le fait aussi que ce jeu peut s'appliquer à elle-même. On peut toujours faire les sciences humaines des sciences humaines. La psychologie de la psychologie, la sociologie de la sociologie, etc. Suffisant à montrer leur singulière configuration par rapport à la biologie, à l'économie, aux sciences du langage. Elles ne sont donc pas en défaut d'exactitude ou de rigueur. Elles sont plutôt comme sciences du redoublement, dans une position métépistémologique. Encore, le préfixe n'est-il peut-être pas très bien choisi, car on ne parle que de métalangage, que s'il s'agit de définir les règles d'interprétation d'un langage premier. Ici, les sciences humaines, quand elles redoublent les sciences du langage, du travail et de la vie, quand à leur plus fin point, elles se redoublent elles-mêmes. Ne visant pas à établir un discours formalisé, elles effaçant au contraire l'homme qu'elles prennent pour l'objet de côté de la finitude, de la relativité, de la perspective, du côté de l'érosion indéfinie du temps. Il faudrait peut-être mieux parler à leur sujet de position ou hypo-épistémologique. Si on affranchissait ce dernier préfixe de ce qu'il peut avoir de péjoratif, il rendrait sans doute bien compte des choses. Il ferait comprendre que l'invincible impression de flux, d'inexactitude, d'imprécision que laissent presque toutes les sciences humaines n'est que l'effet de surface de ce qui permet de les définir en leur positivité.